À vous, nos téléspectateurs, bienvenue à votre émission Parlons Économie. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet d'actualité, les Congos face aux défis climatiques. Comme vous le savez tous, le réchauffement climatique est le problème environnemental du XXe siècle. Et d'ailleurs, le pays développé et en voie de développement passe d'accord en accord. Malheureusement, au dernier accord de la COP 21, les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, s'est retiré. Que faire? La République démocratique du Congo face aux conséquences climatiques et aux coûts élevés, n'est-ce pas, pour la protection de la forêt et de l'écosystème. Ces grands sujets nous sera décortiqués par un professeur d'université au nom de M. Jody Ngongo. Alors, comment allez-vous, monsieur le professeur? Ça va très bien, merci. Je suis encore ravi de me retrouver sur ce plateau. Oui, ça fait très longtemps que vous étiez encore parmi nous. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de parler économie et de discuter sur les questions d'actualité. Et surtout, une question pour moi d'important vis-à-vis de la population congolaise. Oui, c'est un problème d'actualité et vous avez vous-même remarqué que le Congo a répondu présent au One Planet Summit, et qui en fait a permis aux États, aux présidents africains de marquer leur engagement, n'est-ce pas, dans cette préservation de notre planète, bien que nous ne sommes pas les plus grands pollueurs, mais parce que le plus grand pollueur, on sait bien, c'est les États-Unis d'Amérique et la Chine. Oui, exactement. Ce sont les plus grands pollueurs de par, n'est-ce pas, l'industrialisation et le modèle de production qu'ils utilisent, mais n'empêche que nous avons nous aussi nos petits problèmes en fait par des attitudes, des comportements jugés non responsables de l'environnement. Nous sommes en train de contribuer également à la pollution de l'air, et d'ailleurs même l'Organisation mondiale de la santé a déjà relevé, n'est-ce pas, des statistiques qui montrent que la présence des particules dans l'air africain aujourd'hui tue au même titre que la malnutrition. Et souvent, ceux qui sont victimes, c'est souvent les enfants, c'est souvent les mères. Nous allons suivre cette image du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo, qui a dit un mot sur la protection de l'écosystème. Suivez. L'Afrique a effectivement besoin de ce développement durable, ces énergies renouvelables, parce qu'en ce moment, la pauvreté est à la base de beaucoup de dégradations. Et je crois qu'il faut, comme vous dites, vous voulez savoir comment y arriver, il faut d'abord un bon plan de lutte contre la pauvreté, mais également beaucoup de pédagogie envers nos populations pour qu'elles comprennent le bien fondé de cette politique. D'abord, il faudrait apprendre, comme je l'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Alors, quels sont vos avis par rapport au dit du président de la République? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. En fait, la pauvreté réellement est à la base, n'est-ce pas, de la dégradation environnementale. Regardez un peu. Si nous sommes des fortes agglomérations avec des populations, quand vous prenez Kinshasa, quand vous prenez le Nigeria, quand vous prenez... Arrêtons-nous simplement à Kinshasa. Mais vous allez remarquer, qu'est-ce qui pollue le plus? Vous avez le transport. Le transport que nous utilisons dans notre ville ou au Congo, ce sont souvent des moyens de transport qui sont déclassés en Occident, avec un système d'échappement sans pot catalytique.
Un pot catalytique, c'est quoi? Ce sont des systèmes modernes avec des véhicules assez modernes qui permettent, n'est-ce pas, de transformer les gaz d'échappement comme le monoxyde de carbone, comme le NOx, qui permet les oxydes d'azote, qui permet de les transformer en azote, en dioxyde de carbone et en vapeur, de manière à réduire qu'ils ne sont pas nocifs à la santé. Vous remarquerez d'ailleurs que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers, alors que dans les pays industriels, on parle de bannir le gasoil. Ici, même votre mécanicien vous dira, vous voulez acheter un véhicule, achetez du diesel parce que effectivement ça vous fait des économies. Donc vous voyez déjà, dans l'entendement, dans la compréhension, cette pauvreté nous emmène à adopter, n'est-ce pas, une attitude qui n'est pas un comportement responsable. Voilà. Vous prenez par exemple, qu'est-ce qui se passe avec le déficit d'électricité? Nos mamans, qu'est-ce qu'ils utilisent? Le bois. Si ce n'est pas le bois, c'est le charbon de bois. Et tout cela, des fois il pleut, mais nous sommes obligés de chauffer de l'eau, nous sommes obligés de faire notre cuisson traditionnelle et nous restons avec ces émissions toxiques. Est-ce que le problème c'est au ménage, lorsque l'électricité n'est pas stable et surtout il faudra préparer? Est-ce qu'il faudra condamner tous ces consommateurs-là? Non, mais justement, voilà pourquoi nous sommes en train de dire, lorsque le chef de l'État dit qu'il nous faudra une certaine pédagogie, c'est-à-dire nous devrons être en mesure d'éduquer les populations pour comprendre c'est quoi une attitude éco-responsable, c'est quoi un comportement responsable, comment réduire l'empreinte écologique. Et cela demande qu'ils apprennent des nouvelles habitudes, qu'ils prennent des nouvelles habitudes, n'est-ce pas? Quand vous regardez dans plusieurs pays, aujourd'hui, nous avons des substituts au charbon de bois. Vous prenez des études, ont démontré que 200 ménages, 200 familles rurales, ils utilisent à peu près 400 jeunes arbres par jour. C'est énorme. Pour leurs besoins de cuisson et de chauffage. C'est énorme. Moi, j'ai vu par exemple à Kampala où on utilise juste les pots de bananes. Ces pots de bananes, il y a une technologie qui permet de former des briquettes qui servent de substitut au charbon. Et exactement, les déchets ménagers, les matières organiques au Sud Kivu, on a mis également en place un système qui permet de les rendre en cendres avec un petit mélange d'amidon ou de manioc. Ils subissent cette procédure de pyrolyse carbonisée et ce sont des substituts qui coûtent d'ailleurs moins cher que le carbone. Il n'y a pas d'émissions, n'est-ce pas, nocives et ainsi les gens arrivent à faire des économies et à adopter des comportements responsables. De façon très pratique, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces ménages? Nous devons d'abord faire comprendre aux ménages qu'aujourd'hui, il existe des substituts au charbon. Que les ménages comprennent d'abord que le charbon tue, par le fait que ces émissions se révèlent être nocives, n'est-ce pas, à la respiration. Trop de problèmes dans les hôpitaux, des problèmes respiratoires, les enfants malades, c'est dû à cela. Lorsqu'ils comprendront déjà cela, ça serait un pas. Alors, il ne faudrait pas, comme vous le dites, les laisser sans solution. Mais nos opérateurs économiques devraient leur aider à comprendre qu'il existe aujourd'hui des substituts. Mettre à l'heure, ça j'en appelle également au gouvernement, si les choses s'améliorent déjà dans le physique, pourquoi ne pas ramener cette technologie ici? Où les mamans comprendraient, mais moi j'ai vu déjà dans le marché, j'ai vu dans le marché des substituts au charbon qui ne proviennent pas du bois et qui permet aux mamans d'utiliser. J'ai vu également à Limité, de plus en plus, vous avez remarqué la tendance, on commence maintenant à recourir au gaz. Je pense que le gaz nous vient de l'Angola et qui est quand même assez moins polluant que tout ce que nous pouvons prendre comme le pétrole lorsque nous avons des coupures d'électricité et d'ailleurs, sans oublier encore les générateurs au gasoil. Et ça pollue les villes. C'est tout ce que les familles, les ménages achètent pour pallier au déficit électrique. Mais à quel coût? Il n'y a pas que le coût monétaire. Le coût environnemental est énorme. Donc les ménages devraient comprendre qu'il existe des substituts. Moi-même qui vous parle, j'ai dû également faire venir une équipe des entrepreneurs chinois
qui aujourd'hui produisent des kits solaires, n'est-ce pas, qui vous permet de générer par exemple 3 kW d'électricité pour moins de 1000 $, qui n'est pas très, très coûteux. Alors si les ménages arrivent à comprendre que avec un kit solaire qui me génère de l'électricité propre, n'est-ce pas, pour 1000 $, mais j'ai au moins 5 ans où je n'aurai pas des factures, alors les gens comprendront que nous devons orienter nos efforts pour... Voyons tout simplement en termes de Bresse. Oui. Est-ce que ces changements ne vont pas amener une grande partie des gens qui fabriquent réellement ce produit au chômage? Déjà, l'enjeu est majeur, madame. 10 kilos simplement, 10 kilos du bois nous donne à peu près 1 kilo de braise. Donc, imaginez, la fabrication de ces braises-là, à très court terme, va détruire notre poumon, là, quand nous parlons de notre forêt équatoriale ou nous parlons de nos forêts. Donc, il faut maintenant arriver à mesurer le coût. Mais par contre, ces gens-là aujourd'hui qui commercialisent le braise auront beaucoup plus d'opportunités lorsqu'une nouvelle technologie viendra. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? Quand vous regardez Kenya, Kampala, le Niger, le Nigeria, tous fabriquent avec presque la même technologie des substituts au charbon, mais n'utilisent pas la même matière première. Vous comprenez? Donc déjà, ça nous permettra, nous, chacun d'évaluer quel type de déchets il va utiliser. Et ça favorise l'innovation. Vous savez, il y a aujourd'hui un monsieur qui prend le nom de le Steve Jobs du développement durable. Alors, sa philosophie, c'est quoi? Nous devons apprendre de la nature. La nature devrait nous inspirer. Quand vous regardez les plantes, vous avez déjà vu les excréments des plantes? C'est-à-dire, les plantes aussi ont des excréments. Mais les plantes utilisent ces excréments pour son développement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les humains ont compris que les excréments ne sont pas simplement des déchets. Nous devons bannir ce terme de déchets vulgaires. Ce que nous appelons déchets est une autre forme de ressource. Donc en ce moment-là, lorsque nous comprenons ceux qui font aujourd'hui le commerce de braise, vont simplement se convertir. Mais à ces points-là, il faudra former les gens, le fabricant de braise, parce qu'ils ne vont pas se substituer à un nouveau modèle sans formation. Je suis d'accord avec vous, ils ont besoin d'une formation, mais c'est ce que nous parlons, cette vulgarisation. C'est cette formation-là. C'est ce que le président parle d'une vulgarisation. Ils ont besoin d'une formation, mais une formation qui portera des fruits. Il y a un coût énorme pour passer du modèle actuel à un modèle vert. Aujourd'hui, on parle déjà du charbon vert. Je ne sais pas, ceux qui nous suivent peut-être le savent. Toutes ces initiatives ont conduit aujourd'hui à ce que nous appelons le charbon vert. Et ce n'est pas nouveau chez nous. Que dire de l'utilisation de papier mouchoir? Tout cela, ça entre dans le compte de ce que nous appelons, les anglo-saxons disent awareness, c'est-à-dire, nous disons vulgarisation. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de déficit de connaissances sur le plan de développement durable que nous risquons simplement de rester au niveau des slogans. Le développement durable risque d'être total chimère dans un environnement. Pourquoi? Parce que les gens devraient d'abord comprendre qu'est-ce que cela implique. Lorsque, par exemple, quelqu'un sait que ce papier que j'utilise, n'est-ce pas, de la matière première, c'est le bois. Ou par exemple, il a fallu 10 litres d'eau pour fabriquer cette matière. La personne devient beaucoup plus conséquente dans l'utilisation. Mais on a toujours l'impression que bon, ça ne coûte rien, pour autant que c'est 500 francs, je prends, je jette dans la rue. Non. Par exemple, au niveau des ménages, nous avons donné des exemples. Quels sont les problèmes qui vont conduire les gens à des comportements qui ajoutent l'empreinte écologique? Il y a cette histoire de charbon de bois. Je voudrais parler par exemple de l'initiative du biogaz. J'étais content l'année passée, j'avais suivi le ministre qui était à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on devait lancer dans la population l'initiative de l'utilisation de biogaz. Mais finalement, j'ai vu que le projet s'est arrêté. Or, dans beaucoup de pays aujourd'hui, il s'est révélé
on a formé les ménages pour comprendre que tous leurs déchets pouvaient leur servir à être transformés en biogaz pour leur cuisson. C'est-à-dire, il a été mis en place un appareil qu'on appelle le biodigesteur. Et la technologie, c'est quoi? C'est simplement vos déchets organiques, vos déchets de tous les jours, dans une cuve où il n'y a pas d'oxygène. Ces déchets-là vont fermenter sous l'action des microbes et après un temps, cette fermentation produit du gaz méthane. Et le gaz méthane raccordé à votre petit réchaud à gaz, vous avez du feu pour la cuisson traditionnelle. Donc vous comprenez que nous avons des substituts, mais la vulgarisation manque. Et nous avons cette technologie. Alors, s'il faudra utiliser de façon économique, rationnelle, un papier mouchoir, quel geste à nos téléspectateurs que nous Ici, les gens doivent comprendre que les papiers, nous devons rentrer à nos systèmes des mouchoirs. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'avec un mouchoir, vous pouvez le laver, vous pouvez le réutiliser. C'est toujours plus profitable que nous intégrions dans cette nouvelle dynamique de l'économie. Mais vous savez, un changement presque est toujours difficile. Est-ce qu'il ne sera pas mieux de donner une technique assez rationnelle, assez économique à l'utilisation d'un papier mouchoir? Parce que certaines personnes vous diront, moi je ne saurais pas remplacer directement un papier mouchoir, n'est-ce pas, à une serviette peut-être de corps. Non, c'est-à-dire il y a des décisions pour lesquelles il faut agir pour éviter que la gangrène se répande. Parce qu'après, finalement, ça risque. Il est vrai que c'est difficile, mais il faut agir. Vous avez vu, par exemple, beaucoup de gens ne croyaient pas que l'interdiction des sachets plastiques pourrait avoir un effet. Mais vous avez remarqué que tous les supermarchés sont conformés. C'est pour dire qu'il est vrai, d'un côté, il faut être dur, c'est comme la maman avec l'enfant. La maman sait à quel moment il faut être strict avec l'enfant et la maman sait à quel moment il faut être assez douce pour... Et c'est le cas également pour ce défi climatique. Il existe des comportements pour lesquels nous devons dire non et bannir, même au niveau des entreprises. Moi, je prends des comportements simples que je trouve, que les gens trouvent anodins. Laisser les appareils en veille, n'est-ce pas? Ne pas éteindre la lumière. On a beau dire que bon, nous avons de l'électricité provenant de notre fleuve, donc qui est propre, mais ce sont des comportements révélateurs que nous ne comprenons pas. Nous le savons tous, la République démocratique du Congo constitue la 2e réserve mondiale de la forêt après l'Amazone. Quelle économie politique pourrons-nous faire de cette position en termes stratégiques? Le gouvernement doit ouvrir les yeux. Nous, aujourd'hui, nous ne devons pas simplement parler de la croissance sans pour autant réfléchir aux conséquences environnementales de cette croissance. Voilà un peu le nœud du problème. Alors, pourquoi je dis que le gouvernement doit être regardant? Vous avez aujourd'hui tous les Chinois, quand vous regardez, qui sont ici dans l'exploitation du bois, n'est-ce pas? Et ces bois-là sont pris comme ça, sans aucune politique. Ni même remplacement. Voilà. Donc vous avez touché le point. C'est-à-dire, une forêt peut être coupée, mais il faut penser au reboisement. Il existe également des moments où l'on peut couper. C'est-à-dire, notre forêt devrait vraiment être intégrée dans une politique environnementale suivie par le ministère de l'Environnement et par l'exécutif. En ce moment-là, nous savons protéger. Lorsqu'on parle de la forêt, il n'y a pas simplement le bois. La forêt est un écosystème où nous y trouvons, lorsqu'on parle de protéger la forêt, on voit cette biodiversité qui existe dans notre... Que ce soit les humains, que ce soit les insectes, que ce soit... Déjà, nous ici, nous voyons les pygmées, chassés de leur habitat, parce qu'on dit que non, on doit utiliser le bois. Alors, nous disons non à cette politique. Donc nous en interpellons ici au gouvernement d'arriver à prendre des mesures pour la préservation non seulement
de nos forêts, mais la préservation de tout l'écosystème que constituent ces forêts-là. Alors en ce moment-là, lorsqu'il existe une politique claire intégrée dans la politique économique du pays, nous saurons si par exemple le bois de chauffe ou les braises étaient issus de la coupe des bois, nous mettons en place des structures qui permettent aux gens de s'approvisionner en un autre produit pour leurs besoins. Et vous allez remarquer que les choses vont s'améliorer. Ça ne demande pas beaucoup de temps. La Chine a connu également ce moment. La Chine, aujourd'hui, lorsque la Chine, on parle déjà en COP22, la Chine, si vous regardez les politiques qui ont été mises en place sous forme de reboisement, on parle des surfaces vertes qui sont passées en espace de 5 ans du simple au triple. Pourquoi? Parce que l'État a même moi, lors de mon passage en Chine, j'ai également planté un arbre. C'est-à-dire, c'est vraiment parmi les stratégies. Inculqué parmi les stratégies, inculqué dans le chef de la population. Quand vous voyez par exemple les séparateurs dans les grands boulevards en Chine, c'est des forêts. Mais pourquoi? Parce que ça a un but, n'est-ce pas? Avec tous les voitures, les camions dans les boulevards, ces arbres-là qui poussent sont en train d'absorber les dioxydes de carbone qui sont issus des véhicules. Voilà comment nous pouvons parler d'une synergie des politiques intégrées qui permettent non seulement de préserver l'écosystème, mais de jouer également un rôle dans la réduction nous les savons tous que nous sommes passés d'accord en accord liés aux défis climatiques. Mais où en sommes-nous aujourd'hui, si on doit parler ou situer la République du Congo ou le monde entier aux défis climatiques? Non, nous sommes nulle part. Moi, sincèrement, il n'y a aucune preuve qui montre que nous avons pris un pas. Nous sommes d'abord très riches en matière d'énergie renouvelable. Il est vrai que nous dirons notre électricité, bien sûr, est issue du fleuve, c'est-à-dire hydroélectrique. Mais le défi climatique est un enjeu parce que notre fleuve est en train de tarir. Lorsque nous parlons du réchauffement, il est vrai que à terme, nous aurons un déficit, ce que nous recevons dans la puissance énergétique que nous recevons de nos cours d'eau. Donc il faudrait également déjà réfléchir à ce que moi j'appelle le mix énergétique congolais. Donc, dans notre politique, on devrait déjà intégrer l'énergie solaire, intégrer le gaz méthane que nous avons, intégrer la géothermie dans toute la partie est qui est volcanique, donc intégrer la biomasse parce que nous sommes également un pays qui génère abondamment de déchets, intégrer toutes ces formes d'énergie renouvelable. En ce moment-là, nous serons peut-être même un modèle en Afrique. Nous pourrons dire que nous avons commencé à faire un pas. Si c'est vrai qu'investir dans ces énergies renouvelables représente un coût énorme, alors qu'au niveau de la vulgarisation, commençons déjà dans un programme scolaire à intégrer les notions élémentaires pour que chacun, même un petit enfant, comprenne qu'un déchet, ça ne se jette pas n'importe où. Un déchet est une ressource qui doit être récupérée pour être transformée par un autre secteur. Alors nous allons suivre un élément d'un expert de l'Observatoire congolais de développement durable qui a aussi dit un mot sur l'écosystème. Suivez. Ça, c'est l'ODD 6 qui traite de l'eau propre et assainissement. La disponibilité de l'eau, effectivement, pour le développement du pays est très déterminante. Parce que l'on doit d'abord s'assurer que pour le développement de notre pays, quelle est la quantité d'eau dont nous avons besoin. Dès que nous aurons déterminé cela, et surtout, nous avons au Congo des zones qui sont affectées par la désertification. Nous avons le sud Katanga et dans le Congo central, vers Mwanda, il y a un début de désertification lié aux activités pétrolières et aussi à l'érosion côtière. Dans le nord, dans le sud Katanga, c'est un peu la progression du désert de Kalahari. Tous ces enjeux-là demandent à ce que nous sachions nous-mêmes de quelle est la quantité d'eau dont nous aurons besoin pour non seulement stopper ou bien affronter cette avancée du désert, cette désertification qui commence au Bas-Congo, mais aussi nos défis de développement industriel, agricole et tout ça. Alors, quels sont vos dits par rapport à tout ce qu'il nous a dit au cours de cette émission? J'aimerais beaucoup plus insister sur les
éco-responsable au niveau également des entreprises, parce que nous remarquons de plus en plus dans les entreprises que le défi climatique est encore n'est pas très bien compris. Premièrement, nous savons qu'au niveau des entreprises, beaucoup peut être fait. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'utilisation des papiers, mais nous avons également nous voyons souvent dans les réunions ici où nous consommons beaucoup de papier, n'est-ce pas? Nous consommons beaucoup de papier dans chaque réunion. Or, on pourrait privilégier les fichiers numériques, voilà, n'est-ce pas? Où chacun se présente avec sa machine, d'avoir un fichier numérique qui serait déjà envoyé à tous les participants. Ça limite, n'est-ce pas, la consommation des ressources, spécialement en termes de papier. Nous pouvons également favoriser aujourd'hui ce que nous appelons le télétravail, c'est-à-dire nous ne sommes pas obligés de nous déplacer pour aller travailler. Nous pouvons aujourd'hui tirer profit des avancées technologiques avec Internet. Remarquez dans les entreprises, pour une petite course en ville, chauffeur prenait le véhicule, allait déposer tel courrier. Non. Les entreprises devraient comprendre également que les déplacements en véhicule devraient être programmés avec une consommation donnée. Pour des petits déplacements, on devrait favoriser soit la marche à pied ou soit des vélos. Ça doit rentrer dans les habitudes. Et là, vous jouez non seulement sur la santé de vos salariés, de vos employés, mais vous jouez également à contribuer, n'est-ce pas, dans une politique qui préserve l'environnement. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Que dire au gouvernement de façon très claire et précise à la population congolaise que nous suivons de partout en matière de la protection de l'écosystème, pourquoi pas de notre forêt? Merci pour cette question. D'abord, j'aimerais que notre population comprenne que le défi climatique est une réalité. C'est-à-dire, notre planète est en surchauffe, n'est-ce pas? Est en surchauffe et cela entraîne beaucoup de conséquences. Tout ce que nous vivons sur le plan des intempéries, de la chaleur, il fait très chaud, il fait très froid. Les particules en suspension, nous ne les voyons pas, mais nous les aspirons, n'est-ce pas? Lorsque nous respirons, nous les aspirons et ce sont ces particules en suspension qui sont responsables des maladies respiratoires. Donc si nous évaluons les coûts de ce que cause le problème de changement climatique. Voilà, le réchauffement climatique. Voilà pourquoi j'en appelle à la population et au gouvernement de commencer à adopter des comportements éco-responsables, des initiatives vertes. Par exemple, au ménage, de faire beaucoup plus attention à l'usage des combustibles que nous utilisons pour la cuisson traditionnelle, n'est-ce pas? De commencer à trouver des substituts, d'oublier le charbon de bois, d'oublier le bois que nous utilisons. Non seulement ces bois-là demandent assez qu'on aille couper nos forêts, mais encore ils entraînent des émissions qui sont nocives pour notre santé. L'usage des sacs, des plastiques que nous avons dans les ménages, ces plastiques peuvent être recyclés. Ces plastiques peuvent être utilisés comme étant des pots de fleurs. Ces plastiques peuvent être utilisés comme étant des gobelets. Même de décoration, après l'utilisation. Voilà. L'utilisation même, les papiers mouchoirs, nous sommes en train de dire ici, il faut comprendre d'où ça vient. Nous utilisons, comme je suis en train de faire ici, ça nous aide avec la chaleur que nous avons. Mais ce n'est pas, j'utilise une seule face, je jette. Nous devons comprendre que même ceci doit être pleinement utilisé. C'est ainsi que nous disons le plein emploi, c'est même dans des petites choses. Voilà. L'utilisation rationnelle, c'est-à-dire l'intervention de l'économie. Le plein emploi, éviter le gaspillage. Et nous avons également des attitudes que nous allons demander même aux entreprises, n'est-ce pas? Cette notion, lorsque vous achetez les véhicules, que ce soit les particuliers et les entreprises, fixez-vous l'objectif d'acheter des véhicules modernes. Dans le choix des téléphones, dans le choix des ordinateurs, des imprimantes, tenir compte des labels éco-énergie. Vous voyez aujourd'hui... Même de télévision. Oui, quand vous achetez des téléviseurs, lorsque vous achetez des réfrigérateurs, il existe aujourd'hui des signes qui vous montrent la consommation d'électricité. Tout cela devrait être pris en compte. Et bien sûr, nous attendons également l'intervention du gouvernement qui devrait également s'impliquer pour la vulgarisation de manière à ce que tous les agents économiques comprennent c'est quoi le défi climatique, qu'est-ce que cela implique et adoptent un comportement éco-responsable. Le Congo
face aux défis climatiques, quelles solutions nous avons bien compris d'abord à la population, n'est-ce pas, d'adopter de nouveaux comportements, bien qu'un changement soit très difficile, pas facile, hein, pour migrer vers un nouveau comportement, mais cela est important. Attention avec nos gestes, nos habitudes, notre façon d'utilisation de différents biens et services. Nous devons l'utiliser de façon très rationnelle et à l'État congolais, bien qu'il soit encore nouveau, hein, parce qu'il n'a pas encore fait plus d'une année, mais nous avons besoin de l'intervention, n'est-ce pas, de l'État afin de protéger ce qui est la forêt et l'écosystème. C'était le défi climatique avec le professeur Jody Ngongo. Nous vous disons au revoir et au prochain numéro très vite.